Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Porto Novo. Et aujourd'hui, nous allons accueillir des 4 grands experts en économie et en sociologie. Madame Nioul Vanefsoul, ministre de l'économie actuelle. Monsieur Alfred Nassan, notre ingénieur statisticien économiste. Monsieur Maïf Ndianzaboun, ex-ministre de l'économie. Et Madame Kant Andrienne Zassou, sociologie spécialiste en développement social. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir à cette émission consacrée à un thème que vous maîtrisez parfaitement. J'ai l'honneur d'assurer la modération de cette rencontre dont le sujet du jour est l'évolution économique du Bénin depuis l'accession au pouvoir du président Patrice Talon en 2016. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Comment évaluez-vous la situation de l'économie béninoise depuis 2016? Est-ce que vous constatez une amélioration significative par rapport aux années précédentes? Je vais vous laisser la parole d'abord, Madame la Ministre. Bonjour à tous et à toutes. Ce fut un honneur pour moi de faire partie de cet échange purement économique et sociologique. Pour répondre à votre question, monsieur le modérateur, je peux dire qu'avant 2016, le Bénin était confronté à des croissances plus irrégulières et des perturbations liées à des crises économiques et politiques. Mais depuis l'arrivée de Patrice Talon, on constate une amélioration significative de la croissance, plus régulière et plus inclusive. Cela a mené des effets positifs sur l'emploi et les revenus des ménages, avec le développement de l'infrastructure, la modernisation de l'agriculture, ainsi qu'un nouveau dynamisme du secteur de services et du commerce. Bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi entrer plus en détail dans ce qu'a dit Madame la Ministre. En 2017, le taux de croissance du PIB réel est estimé à 5,6%, ce qui montre une progression par rapport au niveau de 4% de 2016. La performance économique du Bénin entre 2016 et 2017 tient principalement aux réformes poursuivies dans le cadre du programme d'action du gouvernement ou PAC, intitulé Bénin révélé, adopté en 2016 et structuré autour de 45 projets phares. Le PAC a pour conséquence sur le secteur agricole une augmentation de la production de 2 fois l'année précédente, en 2017, ce qui représente 25,6% du PIB du Bénin en 2017. Merci, monsieur l'ingénieur, pour cette réponse pertinente. Oui, il est vrai que la croissance annuelle du PIB a progressé depuis le début de son mandat, à part en 2020, parce que c'est une période, une crise mondiale, le Covid-19. Toutefois, le développement d'un pays ne se limite pas seulement à la croissance du PIB, parce que le PIB ne prend pas en compte l'importance du secteur informel, ce qui est très présent au Bénin, ni les inégalités sociales persistantes. L'une des raisons pour laquelle il y a une tentation du coup d'État récemment. Là, on peut même affirmer que malgré la hausse de la croissance économique, le niveau de vie d'une grande partie de la population demeure quasiment inchangé. Donc la question que je vais poser, c'est, monsieur le ministre, ex-ministre, pourquoi ces défis persistent toujours? Parce que c'est un indicateur majeur Donc, monsieur, merci à vous, bonjour à tous. Les difficultés persistent parce que la croissance observée est largement non inclusive. L'économie béninoise repose sur le secteur informel et sur les activités génératrices de revenus modestes qui ne bénéficient pas directement des politiques publiques actuelles. En privilégiant les grands investissements et certains partenaires économiques, le régime a négligé la base productive réelle, et le commerce de proximité, l'agriculture vivrière, les marchés et l'artisanat, qui représentent le véritable moteur de la société béninoise, ont été affaiblis par une réglementation souvent contraignante et par un accès limité aux ressources
Et cette situation crée un décalage entre la croissance macroéconomique et le bien-être de la population. Et dans l'histoire du Bénin, chaque fois que les politiques économiques ont ignoré la majorité des acteurs réels de l'économie, la société a exprimé son mécontentement, mais parfois de manière dramatique. Et les bons investisseurs en perdent beaucoup et la population, elle cherche seulement à s'exprimer à travers cela et voir pour que vous voyez l'inégalité produite. Mais monsieur, vous savez, je pense qu'en étant ex-ministre, vous devez avoir la capacité de comprendre ce que c'est l'inclusion économique. Vous savez ce que c'est? Vous êtes un économiste? Je crois que l'attention monte un peu. Je vais passer à une autre question. Monsieur l'ex-ministre, je vais poser la question encore une fois. Récemment, il y a une tentation de coup d'État le 7 décembre 2025. Et la question c'est, si ce coup d'État avait effectivement abouti, quels auraient été ses impacts en termes de vulnérabilité économique, notamment vis-à-vis des investisseurs étrangers comme la France, la Chine, le Nigeria, dans l'économie du Bénin, dépend fortement. Ainsi, quelles conséquences aurait-il également sur les relations avec les organisations africaines et internationales, que ce soit la Banque mondiale ou bien la Banque africaine de développement, ou encore le développement régional comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est? Merci à vous, monsieur. Mais avant de savoir les impacts et de les préviser, il faudrait comprendre d'abord les causes de cela. Donc, la contestation du régime ne provient pas d'un caprice politique ou d'une instabilité artificielle. Elle découle d'un déséquilibre systémique entre l'élite politique et économique et la majorité des citoyens. Donc, lorsque les institutions se figent, que les mécanismes de consultation sont faibles et que les décisions économiques favorisent un cercle restreint, le ressentiment se construit naturellement. Et au Bénin, l'histoire montre que les périodes de rupture politique ont toujours été précédées par des frustrations économiques largement partagées. Et ce n'est pas le changement qui crée le problème, mais l'incapacité du régime à s'adapter aux besoins de sa population productive. Et le pouvoir concentré sans légitimité populaire devient comme une digue branlante face à la pression sociale. Tôt ou tard, elle cède. Et concernant les partenaires étrangers, ces personnes-là ne soutiennent pas les régimes, ils défendent des intérêts. Et lorsque le dialogue avec les populations est rompu et que l'économie réelle est affaiblie, les financements et collaborations deviennent plus fragiles. Et autrement dit, un pays peut conserver des relations internationales, mais sa légitimité interne s'effrite et ces relations ne suffisent pas à protéger l'économie. Madame la sociologue, vous voulez intervenir dans cette question? Oui, merci. On tente toujours de nous effrayer avec les conséquences d'un coup d'État. On nous brandit la menace de la Banque mondiale et de la CEDEAO. Mais regardez, vous en face, le Bénin n'est pas un pays souverain, c'est une colonie de vos créanciers. Vous tremblez à l'idée qu'un coup d'État déplaise à la France ou à la Chine. C'est bien la preuve que vous n'avez rien construit de solide. Un pays qui s'effondre parce qu'une banque s'arrête de prêter n'est pas une nation en développement, c'est une nation de perfusion. Merci pour cette réponse. Monsieur l'ingénieur, à votre avis, ce coup d'État aurait-il pu retomber dans une situation comparable à celle de la période des coups d'État entre 1960 et 1972? Merci, monsieur. À mon avis, ce coup d'État peut vraiment être similaire à celui de 1960-1972. Madame la sociologue, je crois que vous ne prenez pas en considération tout ce qui peut se produire dans le pays. Vous négligez vraiment l'importance de ces investisseurs et des institutions internationales dans notre pays. Je vous rappelle que ces investisseurs
nous donnent du travail. Ils représentent beaucoup de nos PIB. Ces investisseurs sont l'avenir du pays. Les jeunes comptent sur eux. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer du travail et de l'activité pour eux, car ce n'est pas le rôle de l'État, mais le rôle du privé, d'où la nécessité de ces investisseurs. Et un pays qui n'a pas de partenaires étrangers et qui n'a pas d'aide venant d'ailleurs ne peut pas survivre, car on ne se fait pas soi-même. On a besoin des autres. Pardonnez-moi de vous répondre à vos arguments-là. Oui, c'est une opportunité pour nous, les aides étrangères, mais nous devrions toujours alors dépendre de France et du Nigeria. Soyons honnêtes, c'est une colonisation déguisée. D'un côté, nous avons la France qui, à travers le franc CFA et ses multinationales, garde la main sur les leviers stratégiques de notre économie. De l'autre, le Nigeria, qui nous traite comme un simple entrepôt de réexportation. Monsieur l'ingénieur, après 8 ans, votre gouvernement n'a fait que renforcer cette laisse. Vous avez transformé le Bénin en une économie comptoir au service des puissances étrangères. Briser ces liens n'est pas un risque, c'est une obligation morale pour que le Bénin devienne enfin une nation adulte et indépendante. Mais Madame la sociologue, vous savez que nous vivons dans une ère de mondialisation où l'échange est important. Vous pensez que même si nous avons des industries locaux, vous pensez que on peut seulement, l'économie du pays peut supporter tout l'achat de ces produits-là? Mais madame, c'est toujours mieux que devenir dépendant de ces investisseurs étrangers, que c'est toujours mieux de produire soi-même et de vendre aux autres que de dépendre de ces investissements-là. Mais c'est ça le plus important. Vous avez même dit que l'échange est important, que nous devons exporter. Et c'est grâce au partenariat qu'on peut faire des exportations et qu'on peut améliorer notre économie. Vous pensez que notre monnaie pourra s'améliorer ou avoir une appréciation si on ne fait pas d'échange? C'est grâce à ces exportations-là qu'on acquiert des réserves de devises et ces réserves de devises vont renforcer notre économie. Mais ça va d'évaluer notre monnaie, madame. Vous le savez. Vous êtes économiste, vous le dites. Oui, vous le dites. Oui, l'exportation. Vous pensez que vous êtes économiste. On sait bien que vous êtes économiste. Et vous dites que les échanges vont déprécier notre économie. Oui, dans un cas d'importation. C'est ce que vous avez dit. Madame la ministre, pardonnez-moi. Vous gérez le pays comme, un centre commercial. Un pays n'est pas un centre commercial au service des puissances étrangères. Votre système est une colonisation déguisée, avouez-le, par vos titres de docteur et vos costumes de luxe. Si vous voulez vraiment savoir ce que pense le peuple de vos indicateurs de pauvreté, sortez de vos bureaux climatisés, quittez vos cortèges et allez dans les marchés du quartier sans garde du corps. Vous verrez que votre stabilité est une illusion et que le peuple attend la fin de votre spectacle. Mais vous voyez, le régime Talon a été réélu 2 fois. Vous pensez que le régime de l'ex-ministre-là, est-ce qu'il a duré pendant 2 mandats? Si on a été réélu, on a de l'autorité face à notre population. Et vous dites que nous sommes très dépendants et j'aimerais aussi répondre à votre remarque-là face à notre monnaie. Nous avons connu une croissance, cela a amélioré notre système monétaire. Cela a amené à une appréciation de notre monnaie. Et vous avez dit, vous raisonnez seulement d'un point de vue unique de l'importation. Mais il y a aussi l'exportation et vous devez, excusez-moi monsieur, vous devez voir un autre angle de perspective, c'est-à-dire l'exportation. Où est-ce qu'on peut faire l'exportation? C'est dans ces organismes-là, dans les divers
organisation qu'on fait partie. Et madame, c'est bien à cause de cette initiative, c'est bien à cause de cela, c'est bien à cause de cela que l'inégalité est vue par la population. C'est ça qu'on veut exprimer, c'est ça que les gens veulent montrer. Ils veulent arrêter ces inégalités-là. Et pour cela, il faudrait bien qu'on arrête un peu de tourner autour du pot et savoir ce qui est vraiment essentiel. Si je comprends bien, Madame la Ministre, Monsieur l'ingénieur, l'économie de Ghana dépend fortement à l'égard de la France et du Nigeria et les autres investisseurs. Et pour vous, cette forte dépendance constitue-t-elle un problème ou bien une opportunité pour l'économie nationale? Cette dépendance pour nous représente une opportunité de sortir même de cette dépendance, car on commence toujours par quelque chose. Notre pays manque de capital pour s'activer. Or, ces investisseurs, c'est eux qui amènent du capital dans notre pays. Et grâce à ce capital, on pourra changer le pays. Et au final, lorsqu'on sera développé un peu plus, on pourra se sortir de cette dépendance que vous êtes en train de dire. Depuis 2 mandats, monsieur, cela ne s'est toujours pas produit. Et on sait tous qu'une dépendance excessive envers les partenaires extérieurs est un risque structurel pour l'économie béninoise. Elle limite la marge de manœuvre, fragilise les politiques de souveraineté économique et comporte la légitimité interne du régime. Et l'histoire nous montre que les périodes où Bénin s'est trop aligné sur des intérêts étrangers ont coïncidé avec une contestation accrue et un manque de contrôle sur les décisions économiques internes. Donc le véritable enjeu est de renforcer les capacités locales, de diversifier les partenariats et de développer le secteur productif nationaux. Vous avez bien entendu, nationaux. Et une économie qui dépend d'un ou 2 acteurs externes ressemble à un navire dont la voile dépend du vent d'un autre. Elle avance seulement quand les conditions extérieures le permettent et non quand le pays en a besoin. Je vais vous donner une dernière minute, une petite minute, parce que là, le temps est écoulé. Monsieur, vous avez dit que pendant notre mandat de 8 ans, nous n'avons rien fait. Toutefois, Rome ne s'est pas construit en une seule jour. Le développement du pays ne peut pas se faire en une seule journée. Elle a besoin de temps. Elle ne peut pas se faire en peut-être 8 ans, 10 ans. Mais, je vous le dis, les réformes qu'on a faites ont eu des résultats. Par exemple, le PAC, on a doublé notre production, qui était de 260 000 tonnes de coton en 520 000 tonnes en seulement 1 an. Vous voyez le résultat? Ces réformes qu'on a mis en place fonctionnent. Tout ce que vous dites, pour l'instant, on n'a pas besoin de réformes trop radicales qui pourraient nuire au pays, mais il faut aller avec certitude, avec un contrôle et une sûreté capable de développer notre pays durablement. Monsieur l'ingénieur. Je vais vous donner seulement 15 secondes, Madame la Sociologue. Oui, merci. Finissons-en avec ces mensonges de l'opportunité française et nigérienne. Vous nous vendez une chaîne en or en disant que c'est un bijou. La dépendance envers la France n'est pas une opportunité, c'est une laisse monétaire et diplomatique. Et la Nigeria, nous sommes devenus si mendiants. Les gars, vous avez un savoir, vous courez pour supplier. Où est l'industrie béninoise? Où est la transformation locale? Elle n'existe pas, car vos modèles d'ingénieurs préfèrent importer pour toucher des taxes plutôt que de produire pour nourrir le peuple. Je crois que le débat est fini.
Merci pour répondre à cette invitation. Et nous avons acquis beaucoup de choses par rapport à cette émission, le débat. C'est vraiment très important. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission Porto Novo. Merci à vous quatre d'avoir répondu à cette invitation. Et nous avons acquis beaucoup de choses par rapport à ce débat et merci à vous.